17 mois plus tard, le régime de Kadhafi s'effondrait au terme d'un bain de sang et à la grande surprise de l'Occident. Notre réal politique nous a fait croire le dictateur éternel et ignorer l'exaspération de sa population. Et lui, persuadé que sa survie passait par l'Occident, n'a pas pris garde à la colère de son peuple. Voilà, retour sur le plateau du Monde en face avec nos invités pour prolonger ce documentaire. Antoine Bazbouz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien sûr un grand connaisseur du monde arabe. Hassan Al-Adjami, bonsoir. Vous êtes un opposant exilé en Suisse depuis 10 ans. Vous avez lancé un appel à la révolte le 17 février dernier via Facebook. Vous nous en parlerez. Et puis Antoine Wittkin, bonsoir. Vous avez réalisé ce documentaire. Kadhafi n'intervient pas dans ce documentaire. C'était une volonté de votre part? Non, ce n'était pas une volonté de ma part. Je voulais donner tous les points de vue et montrer les coulisses de cette longue et étonnante histoire. Au début, évidemment, les Libyens n'ont pas accordé grande importance au documentaire. Et puis, voyant que je commençais à rencontrer un certain nombre de gens avec qui ils ont négocié pendant ces 40 années, voilà, on les a vus, les Libyens ont compris qu'ils avaient intérêt à participer. Ce qui raconte aussi d'ailleurs leur rapport au monde. C'est un petit pays dirigé par un chef mégalomane et qui accorde une grande attention à ce que l'on dit de lui à l'extérieur. Comme en plus ce documentaire doit être diffusé par une quinzaine de pays, ils ont accordé une attention que j'ai jugée assez rapidement assez démesurée par rapport à ce que c'était. Et puis voilà, les négociations sont engagées avec notamment un émissaire de Kadhafi Edam, Ahmad Kadhafi Edam, l'un des cousins de Kadhafi, qui est chargé des relations avec le monde extérieur. Évidemment, alors là je suis passé par toute la gamme des arguments que je crois ceux qui sont habitués des négociations avec les Libyens connaissent. On a évidemment tenté de me séduire, tenté de me corrompre. On m'a menacé de manière indirecte, mais on m'a fait comprendre qu'avec les Libyens, il fallait tenir sa parole. On vous a proposé beaucoup d'argent? Non, on ne m'a pas proposé beaucoup d'argent, mais on a voulu savoir si il était possible d'investir dans le film, par exemple, ou si potentiellement un jour un portrait de Kadhafi était quelque chose qui m'intéresserait. Pour pouvoir orienter finalement ce documentaire. Pour pouvoir orienter. Alors moi j'ai pris garde pendant toute la fabrication de documentaire à être très transparent avec la partie libyenne. Je leur ai même envoyé d'ailleurs en cours de film un bout à bout de certains sonores parce que je voulais pouvoir tout dire, mais je voulais qu'ils sachent ce que je disais pour effectivement pour la suite ne prendre aucun risque et puis pouvoir m'assurer d'obtenir l'interview avec Kadhafi qu'il me promettait. Tout ça s'est terminé quasiment à la fin du film. L'émissaire de Kadhafi Edam est venu voir le documentaire dans la salle de montage à la toute fin, ce qui est une habitude assez peu courante. Et là, après avoir vu le film, il a dit bon, oui, ça s'est passé comme ça. Et puis il a dit, mais bon, c'est un point de vue un peu occidental, mais bon, etc. Et il y avait un point. Et ça c'est intéressant, je crois, à la lumière des événements actuels en Libye, il y avait un point qui suscitait de sa part un refus net et non négociable. Et j'avais moi-même d'ailleurs, avant qu'il rentre dans la salle de montage, je lui avais dit que je ne changerais pas une virgule. Je voulais pas être en situation de discuter. Alors qu'est-ce qu'il voulait que vous changiez? Et donc le point, c'était, il ne supportait pas la présence dans le film d'une image de Saddam Hussein entre les mains des Américains en 2003. Saddam Hussein, barbu, hagard, etc. C'était ce que redoutait peut-être le régime Kadhafi? C'était ce que redoutait Kadhafi et ce que redoute Kadhafi. Voilà. Et ça, pour lui, c'était inacceptable. Il me l'a dit dans des termes très clairs. Il m'a dit on ne peut pas, jamais, etc. Et donc la discussion s'est terminée là. Et Kadhafi ne sera pas dans mon film et ne sera sans doute jamais dans mon film. Alors, on va bien sûr parler de la situation ce soir en Libye. Hassan Al-Adjami, est-ce que Kadhafi, c'est pour vous, un malade mental, vous qui avez fui ce pays il y a 10 ans? C'est un fou. C'est un dictateur qui a gouverné notre pays depuis 42 ans. 42 ans de malheur, de torture, de massacre. Un homme qui pense qu'il est Dieu sur terre. Vous le disiez en préparant cette émission, il se prend pour un pharaon. Pour un pharaon, oui. Il se prend pour un pharaon qui est Dieu sur terre. Personne ne peut lui toucher son image. Il faut que tout le monde prie pour lui, en fait. Antoine Bazbouz, vous êtes d'accord? C'est un mégalomane? Oui, c'est un mégalo qui se prend pour Garibaldi et pour Bismarck. Il veut être le roi de ce pays. Il est imbu de lui-même.
il a construit tout son pouvoir sur la survie de sa personne au pouvoir et sur la création d'une dynastie. Donc il masquait tout ça avec, regardez combien de costumes on a vu dans ce film, regardez combien de coiffes. Il s'est même fait opérer pour implanter des cheveux parce qu'il ne supportait pas, un peu comme Berlusconi, d'être chauve. Bref, c'est quelqu'un qui soigne son apparence pour séduire les femmes aussi. Regardez sa garde rapprochée, ses Amazones et ses infirmières, la principale étant rentrée en Ukraine il y a quelques jours. On ne peut pas comprendre non plus Kadhafi sans savoir qu'il est drogué aussi. Sans doute, il est drogué. Regardez les poches sous ses yeux, regardez les plis de son visage. Il est ébouriffé, il arrive en retard, il dort très tard, il se réveille très tard. Donc voilà, il y a un homme qui est désorganisé, qui consacre toute son énergie à rester au pouvoir, à sanctuariser son pouvoir, quitte à utiliser parfois la violence, parfois la terreur, parfois on va en parler de cette les carottes avec les étrangers, avec les puissances étrangères. Tout ça au service de la durée. Il a un masque qui fait dire aux gens extérieurs, il est fou. Mais il n'est pas fou. Parce que rester au pouvoir pendant 42 ans, dans cette zone si turbulente, faire face à tant de puissances étrangères... C'est qu'il est habile, tacticien. Il est tacticien, il a sa propre vérité qu'on ne voit pas à l'extérieur. On se trompe. Quand on le voit, on dit, il est ridicule, il est bouffon. Mais en réalité... Il a survécu, 42 ans, c'est beaucoup. Hassan, vous avez l'impression que votre peuple a été trompé en 69, finalement, en portant au pouvoir. Enfin, c'est lui qui s'est porté au pouvoir avec un coup d'État en renversant le roi Idriss. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trompé? Oui, on a été trompé par un message faux en 69, mais très vite, Kadhafi il a changé son visage après prendre le pouvoir. Et trop vite, il a montré son vrai visage. Massacre partout, torture, prison pleine. Moi, je suis né en 1980, 80. J'ai jamais vu de liberté dans mon pays. Je rêvais toujours d'exprimer, de dire qu'est-ce que j'ai dans mon corps, mais je n'ai pas pu. À cause de ça, j'ai quitté mon pays. Il y a 10 ans. Mais vous avez encore votre famille là-bas. Oui. On va parler de la situation, cette libération du peuple libyen, en tout cas pour les villes qui ont été libérées, notamment à l'est du pays. Est-ce qu'on peut dire, Antoine Wittkin, au regard de ces 90 minutes de travail d'archives, que la communauté internationale a quelque part aidé le colonel Kadhafi à rester aussi longtemps au pouvoir? Oui, et ce qui, je veux dire, je vous entends, et ce qui nous rend modestes et montre à quel point la communauté internationale a mal compris la situation, c'est à quel point, et ça on ne l'a jamais vu, à quel point le peuple libyen qui a été oppressé, opprimé pendant 40 ans c'est long, et c'était pas la situation en Tunisie ou en Égypte où il y avait des espaces de liberté, à quel point ce peuple, comme ça, là, cette année, n'a plus eu peur de Kadhafi. C'est ça, et c'est pour ça que Kadhafi à terme est condamné. Mais quelle est la responsabilité de la communauté internationale dans cette longévité? La responsabilité de la communauté internationale, c'est non pas d'avoir fait la réelle politique avec Kadhafi. Sans doute fallait-il en faire. Il était là. D'ailleurs, c'est l'adjoint de Rice qui le dit. On voyait pas d'opposition. Voilà. 6 mois plus tard, il y avait une opposition, mais on ne la voyait pas. C'est pas d'avoir ôté des mains de Kadhafi la bombe atomique, qu'il était pas loin d'avoir, et on imagine avec effroi ce que serait la situation aujourd'hui s'il l'avait eu. Mais la vraie erreur de la communauté internationale, c'est ça. C'est ne pas avoir vu qu'il y avait en Libye un peuple libyen, que ce peuple grondait, et qu'il n'était pas loin de ne plus avoir peur de son tyran. C'est ça l'erreur. C'est une erreur d'appréciation. C'est une erreur de compréhension. C'est pas les arcanes froides de la politique internationale. C'est pas parce qu'ils ne voyaient pas d'opposition en Libye ou d'autres avis, mais ils veulent pas voir, en fait. Une erreur d'appréciation, on n'a pas voulu voir, finalement. Non, attendez. Réécrire l'histoire, c'est très facile. La communauté internationale, représentée par les grandes puissances, ont tenté par 3 fois à dégommer Kadhafi. Les Américains, Reagan a envoyé l'aviation en 86 frapper le siège de Kadhafi, là où il dormait. Les Français se sont battus contre Kadhafi dans la bande d'Aouzou, au nord du Tchad. Les Britanniques ont coopéré avec des islamistes pour assassiner Kadhafi en 96 et 98. Tout le monde n'a pas réussi, mais la question est la suivante. Avec un homme comme ça, qui apparemment n'était pas très contesté par son peuple, qui commettait massacre sur massacre. Pour délivrer les Libyens, il fallait envoyer 50 000 hommes. Est-ce que
les Libyens auraient accepté cette intervention étrangère occidentale? Est-ce que le monde arabo-islamique l'aurait accepté? Pourquoi les Libyens n'ont pas manifesté davantage? Pourquoi les Arabes, la Ligue arabe, les voisins de la Libye n'ont pas réagi? Pourquoi ce silence arabe, ce silence libyen jusque-là? Les Occidentaux ont tenté de le dégommer, ils n'ont pas réussi. Après, ils ont traité avec lui, et là, il y a une politique à géométrie variable. Il y a, par exemple... Il a beaucoup divisé cette communauté internationale, jouant un côté les Russes, un côté les Britanniques, un côté les Américains. Disons que la communauté internationale, par rapport à la Libye, chacun cherchait à séduire Kadhafi pour avoir les contrats de gaz, de pétrole, d'infrastructures. Il les donnait, ces contrats, réellement? Il faisait beaucoup souffrir. Il n'y a que Berlusconi qui a embrassé la main de Kadhafi devant le sommet arabe il y a 15 mois, devant la télévision du monde entier. Il y a une relation incestueuse entre Berlusconi et Kadhafi. Et Berlusconi a raflé des contrats qui étaient promis à d'autres compagnies. Et la France, elle fait berner ? Oui, les investissements libyens en Italie ont sauvé Fiat, ont sauvé Banco Credit, je ne sais pas comment ça s'appelle, Credit Bank, quelque chose comme ça. Ils sont partout. Les Libyens dans les sociétés italiennes, mais ça veut dire que Berlusconi est prêt à aller tous les 2 mois sous la tente, prendre une photo et montrer devant le peuple libyen que Kadhafi a de très bons parrains en Occident, qu'il est soutenu par l'Europe. C'était ça le prix des contrats qu'obtenait Antoine Bazbous dit que finalement le peuple libyen a supporté de longues années cette tyrannie. J'ai ma question à M. Bazbous, qui a vendu les armes avec lesquelles Kadhafi fait les répressions chez nous, qui a vendu à Kadhafi, qui a donné ce pouvoir à Kadhafi de pouvoir faire la répression. Il y avait plusieurs fois Je vous pose la question, qui n'a pas vendu d'armes à Kadhafi? Que ce soit les Soviétiques, puis les Russes, puis les Français, puis c'est le monde des États internationaux. Un pays qui ne voudrait pas vendre des armes, il y a un autre il y a une compétition entre les vendeurs d'armes comme entre ceux qui veulent du pétrole et du gaz libyen. Hassan, c'était quoi la répression? Vivre la chape de plomb Kadhafi pendant 42 ans, c'était quoi concrètement, Hassan? On a tenté plusieurs fois en Libye de faire révolter. On a une liste de dates de révolte en Libye. Mais chaque fois, il y a une révolte, il y a une aide qui vient de Kadhafi, je ne sais pas d'où, mais il y a une aide avec du matériel d'armes pour qu'ils puissent faire la répression au maximum. On n'a pu jamais pouvoir faire le combat contre ce régime parce que on n'a rien dans nos mains. Vous aviez l'impression de ne pas être aidé par les autres pays de la communauté internationale? Les pays internationaux, c'est tout ce qui s'intéresse les contrats qui sont dans les marques de Kadhafi. Je pense que la dernière question posée, c'est la question de droits de l'homme en Libye. Hassan, justement, vous aviez 20 ans quand vous avez quitté la Libye, ça veut dire qu'on ne pouvait pas... Oui, vous aviez 20 ans quand vous avez quitté la Libye. Ça veut dire que vous n'aviez pas la liberté de parler, d'être un jeune libre en Libye? Oui. C'était quoi alors? Qu'est-ce qui se passait? En fait, je parlais avec quelqu'un avant-hier. Il m'a dit ces derniers jours, c'est le premier jour de ma vie quand je dors sans crainte. Et sans compter les mots que j'ai dit pendant les jours, pendant ma journée. Est-ce qu'ils vont venir ce soir pour me prendre ou pas? C'est comme ça notre vie en fait. La crainte, notamment, ce que vous m'expliquiez, c'est que les policiers viennent à 4 heures du matin, chez vous, vous arrêtez. Et ils viennent arrêter, après, disparu, porté disparu jusqu'à... sans jugement, sans rien. Des fois pour 20 ans, des fois pour la vie. Et des massacres, comme le massacre qui est très connu par l'Occident en ce moment, c'est le massacre d'Abu Slim. Il y a en 1996, dans la prison d'Abu Slim, c'est une prison pour les tout ce qu'ils ont un autre avis politique. Dans Alors, la répression, elle s'exerçait à l'intérieur de la Libye, mais aussi on allait chercher les opposants à l'extérieur de la Libye.